Bienvenue sur le plateau de Trafic pour cette nouvelle saison. Vous avez probablement vu vos journaux préférés, Rock and Folk, donc David Bowie, rédacteur en chef du numéro. Époque, une interview donc exclusive de David Bowie et Rolling Stones avec encore un entretien, car vous savez que le chanteur britannique est évidemment l'événement de cette rentrée. Il y a un nouvel album, il y a une tournée mondiale et c'est pour ça que Trafic lui est entièrement consacré. D'ailleurs, c'est une sorte de mini-concert auquel vous allez assister ce soir, spécial David Bowie. Voilà, la tournée donc sera en France à l'automne, en octobre et puis au mois de novembre. L'album vient de sortir il y a 3 jours. Il s'appelle Reality. Vous savez qu'il avait déjà sorti un album il y a moins d'un an qui s'appelait Heaven, ce qui veut dire que David Bowie est actuellement dans une période de créativité extraordinaire. Il est là quelque part, caché dans les coulisses avec tous ses musiciens. Nous sommes ravis évidemment de l'accueillir. Auparavant, vous allez découvrir, grâce au conseil d'Éric Dahan, un petit sujet dans lequel on a essayé de reconstituer tout ce qui a fait ses influences depuis maintenant le début des années 60 jusqu'à aujourd'hui. David Bowie. David Bowie est né le 8 janvier 1947 dans la banlieue de Brixton, d'une mère ouvreuse, d'un père employé et avec un demi-frère, Terry, extrêmement influent qui se suicidera dans les années 80. La chance de David, c'est d'avoir manqué paradoxalement le succès du tout début des années 60, mais d'avoir accumulé des expériences musicales durant cette période. Une fois les années 70 venues, il saura ranimer le cadavre du rock éteint en lui injectant toutes sortes de choses appartenant à la culture de son temps. L'expressionnisme allemand, le kabuki japonais, le cinéma de science-fiction, les méthodes d'écriture de William Burroughs ou le funk des villes. Finalement, au début des années 70, David dispose d'une immense palette traversée de plusieurs caractères. Son premier personnage, un androgyne bisexuel de science-fiction nommé Ziggy Stardust, exploite le filon christique, mais ce qui intéresse Bowie, c'est le chaos, le désastre de nos illusions de progrès et d'autres utopies qu'il met en scène en 1974 dans le premier show de Broadway rock, Diamond Dogs, inspiré du 1984 de George Orwell. Produit 2 rebelles, 2 véritables légendes, Transformer de Lou Reed et Raw Power d'Iggy Pop. Des disques magiques pour une époque qui le fut aussi, la Factory d'Andy Warhol, les corps qui défilent, la drogue, une poésie, un danger, une urgence que l'on n'a jamais retrouvée ou presque jamais dans la création musicale du monde rock. Un grand artiste, c'est d'abord et avant tout un artiste de scène. Son premier passage en France fut peu remarqué au Golf Drouot en 1965. En 1976, 2 concerts exceptionnels aux abattoirs de la Villette. Los Angeles puis Berlin, tour à tour tenté par l'extrême droite et l'extrême gauche, tout en inventant la Cold Wave avec Brian Eno et Iggy Pop, Bowie finalement questionne tous les paradoxes artificiels de notre culture et impose son style intense et détaché. En 1977, en plein punk rock qu'il a inspiré avec Ziggy Stardust, suicidé sur scène 4 ans plus tôt, Bowie publie Heroes, un album déjà post-punk assorti de ce slogan publicitaire qui restera célèbre: There is old wave, there is new wave, and there is David Bowie. Il devient l'outsider ultime de la scène musicale. Il décrit lui-même ses chansons comme de simples polaroïdes d'une époque. Et contre toute attente, elles vont devenir des classiques. La consécration interviendra en 1983 lors de la tournée qui suivra le célèbre album qui a connu un succès mondial, Let's Dance. C'est à l'hippodrome d'Auteuil, 2 soirs de suite, 2 fois 100 000 personnes qui lui font un véritable triomphe. À cette époque,
David Bowie devient une sorte de père de famille rangé des excès depuis sa mutation en humaniste hétéro. Il devient clean, bronzé et, selon certains, il n'innoverait plus. Comme si les Rolling Stones ou Led Zeppelin avaient changé quoi que ce soit à leur musique depuis les années 70. Prisonnier pendant un certain temps de ce succès mondial, cet esprit désespérément libre s'est depuis risqué à de nouvelles expériences, toujours impressionnantes du point de vue du métier musical, tout en prenant acte d'une grâce médiatique forcément perdue dans ce contexte culturel. Pour ne parler que des années 90, Bowie aura joué tour à tour du punk rock avec Tin Machine, de la musique noire sur Black Tie, White Noise, ou du rock industriel, voire de la musique électronique sur Outside et Earthling. Ces albums, malgré des compositions remarquables, ont divisé le public quand ils ne l'ont pas simplement manqué. Est intact. C'est donc l'album de David Bowie, sorti il y a maintenant 3 jours. Inutile de vous dire que je suis excité comme une puce de recevoir David avec ses musiciens, surtout qu'il y a ce soir sur scène l'un des meilleurs groupes qu'il ait jamais eu. Je voudrais quand même vous donner quelques informations. Le 20 octobre et le 21 octobre, il sera à Bercy, 7 novembre à Lille, 8 novembre à Amnéville, 10 novembre à Nice, 12 novembre à Toulouse, 14 novembre à Marseille, 15 novembre à Lyon. C'est normal de vous donner ces informations. Il va être assis là dans un instant. Pour l'instant, il est sur scène. 2 titres de l'album Reality, donc, qui vont être joués pour vous, New Killer Star et Never Get Old. Mesdames et messieurs, faites-lui un triomphe, David Bowie. Like seeing Jesus on Dateline, stars
second dance. Never said I'm ready, I'm ready, I'm ready. I never said I'm better, I'm better, I'm better. I never said I'm ready, I'm ready, I'm ready. I never said I'm better, I'm better, I'm better, I'm better than you. All the corners of the buildings, ooh, but we remember these sidewalks and trees. I'm thinking now, I got a better way. I've discovered a star. I got a better way. Ready, set, go. I got a better way. I'm a nuclear star. I got a better way. Ready, set, go. I got a better way. Stars in your eyes. I got a better way. Ready, set, go. I got a better way. I discovered a star. I got a better way. Ready, set, go. I got a better way. I got a better way. Ready, set, go. I got a better way. I got a better way. Ready, set, go. Thank you. Yeah, that was called Nuclear Star. This one is called Immodestly I'll Never Get Old. Better take care. Think I better go, better get a room, better take care of me. Again and again. Think about this and I think about personal history. Better take care. Breathe real deep when the movie gets real, when the star turns round. Again and again. Me in the eye says he's got his mind on a countdown. 3, 2, 1, forever. Screaming out, gonna be living till the end of time. Forever. The sky grips over to the double-edged skull. The curtains roll, it's all over now. And there never will be enough money. And there never gonna be enough drugs. So I'm never ever gonna get old. Never gonna be enough bullets. Never gonna be enough sex. So I'm never ever gonna get old. I'm never ever gonna get high. Never ever gonna get old. Never ever gonna get Moon flows on to the edges of the world because of you. Again and again. I'm awake in an age of light, living it because of you. Better take care. I'm looking
looking at the future, solid as a rock because of you. I wanna be here and I wanna be there, living just like you, living just like me. Putting on the nuts and building my soul in the wasteland. Think about us already, don't need the thing, just the ring with the bell and the pure clean air. Now I'm running down the street of life, and I'm never gonna let you die. And I'm never ever gonna get old. No, I'm never ever gonna get old. Never ever gonna get old. Never ever gonna get old. No, I'm never ever gonna get old. Never ever gonna get old. Never gonna get David, Nuclear Star Never Get Old. Merci. Hello, David. Voilà l'album qui s'appelle Reality. La première, d'abord, je suis ravi que vous soyez là, David. Et je crois que tous les gens qui sont ici en France sont ravis de vous accueillir. Non seulement ils vont se procurer l'album, mais en plus, ils vont vous voir à Paris, à Toulouse, un petit peu partout en France pendant l'automne. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de cet album. D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que c'est quand même le deuxième album en moins d'un an. Et à un moment où toutes les rockstars, finalement, publient des albums de plus en plus rarement, vous n'avez jamais été aussi créatif. Disons que j'écris beaucoup de chansons, je compose beaucoup de chansons, je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises. C'est vrai qu'il y a une certaine production, je suis assez prolifique, une trentaine de chansons, 40 chansons même en une année, peut-être pas toutes bonnes, mais disons qu'un certain nombre qui me plaisent quand même. Donc un album par an, ça m'irait tout à fait, je ne crois pas que ça pose problème. Et dans les années 70, j'en produisais entre 2 à 3 par an, dans l'espace de la même année, avec d'autres artistes, j'ai travaillé avec Iggy Pop et d'autres. C'était un peu dingue, mais ça me pose pas de problème de faire un album. Vous avez travaillé avec Tony Visconti, qui est donc l'un des producteurs historiques, puisque je crois que sur les 26 ou 27 albums que vous avez réalisés, il en a produit 12 ou 13. Tout à fait, la moitié d'entre eux, absolument. Tony et moi-même, nous nous sommes rencontrés quand il était à Londres dans les années 60. Et il venait travailler avec Danny Cordell, qui produisait à l'époque Joe Cocker, Delly Lanes, Electric String Band et d'autres. Je crois qu'il avait fait les arrangements de With a Little Help from My Friend Dennis Cordell. C'est lui qui a fait les arrangements. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait, c'est vrai, c'est lui qui a fait ça. Et puis ensuite, il a travaillé beaucoup avec un ami comme Mark Boland sur T-Rex. Et je faisais partie de ce petit cercle, de cette coterie londonienne, disons. On a commencé à travailler ensemble. Alors l'album, donc, a été enregistré à New York. Et c'est vrai que j'ai remarqué que, donc on parlait de Nuclear Star, bon, il y a une des premières phrases de l'album qui raconte cette cicatrice blanche de la ville. Évidemment, tout le monde comprendra qu'il s'agit un peu de l'empreinte du 11 septembre, parce que vous vivez à New York depuis une dizaine d'années, que votre famille était là quand le drame est arrivé, et que la caractéristique quand même, c'est que c'est pas une description, comment dirais-je, réaliste, c'est une description poétique et optimiste. Exactement. Ce que j'essaie de faire, c'est de, disons, recréer une impression de ce qui reste lorsque l'on vit dans cette ville traumatisée. Mais ce faisant, j'essaie de tirer quelque chose de positif de cette situation parce que chacun d'entre nous a sa famille, sa femme, ses enfants. Et il ne nous appartient pas de réfléchir uniquement en termes négatifs. C'est tout simple. C'est surtout pour les enfants. Il nous faut quand même penser en termes positifs, en tout cas, de manière plus
ouvert, plus optimiste, moins existentialiste. Il paraît, David, que quand le fameux 11 septembre, vous avez voulu rentrer chez vous, ça a été très difficile, ils vous ont demandé vos papiers, ils vous ont pas reconnu, votre femme a été dormir ailleurs, enfin, il y a un vrai traumatisme qui est derrière, qui était déjà d'ailleurs un petit peu dans Heaven, mais qu'on retrouve vraiment dans Reality. Ce qui est ironique, c'est que Heaven a été écrit avant le 11 septembre, mais cet album comportait déjà l'angoisse qui précédait le drame, mais dans une certaine mesure, il y avait le stress qui était déjà à New York avant la crise depuis une dizaine d'années. Ce n'était pas quelque chose de neuf, il y avait cette ambiance assez omniprésente, on sentait que quelque chose allait se passer dans la ville, on ne savait pas si ça allait être cette catastrophe ou bien ce qui s'est passé, la coupure de courant de la semaine dernière, mais personne ne se doutait que ça allait être une catastrophe de cette ampleur. Par contre, je crois que ce qu'il faut souligner ici, c'est que ce jour-là, il y a eu véritablement une ligne noire qui a traversé en quelque sorte l'histoire de New York et la vie ne sera plus jamais la même et effectivement n'a plus jamais été la même. Pour l'avoir écouté évidemment avec toute l'équipe de Trafic, c'est un album qui parle beaucoup, comme dans tous les derniers albums de David, de spiritualité, qui a aussi une facture qui est assez unifiée grâce à Tony Visconti et grâce à vous évidemment, mais avec des styles différents, parce que dans Pablo Picasso par exemple, il y a du flamenco, il y a des morceaux qui sont très rock, il y a des morceaux qui sont plus solennels, il y a des morceaux qui sont des reprises, d'ailleurs on va en parler dans un instant, mais je voudrais que vous découvriez, David, quelque chose dont beaucoup de gens ont parlé, que vous allez voir sur l'écran, qui est derrière nous. Regardez. La formule d'Steve Led, c'est le secret pour faire renaître notre corps. Steve Led, chaque jour une vie nouvelle. Voilà, donc beaucoup de gens se sont demandé pourquoi vous avez accepté de faire cette publicité. Et pas tellement pourquoi vous avez accepté de faire la pub, mais pourquoi vous avez accepté ce scénario qui remettait en scène certains parmi les personnages les plus importants de votre carrière. Les plus importants de quelle façon quand même? Disons que... Elle est vachement bien la pub, hein, je vous dis ça. Je comprends. Ouais. Elle n'en abuse plus. mais merci. Et en plus, ils ne boivent pas que de l'eau, je peux vous dire. Donc, tous ces personnages ne boivent que de l'eau. Je tiens à le préciser et c'est la raison pour laquelle je quitte la maison dans ce clip. Disons que cela ne m'a pas posé problème. Pour moi, ces personnages ne sont pas des martyrs. Disons, ce sont des affectations que j'ai utilisées, des avatars que j'ai utilisés dans mon œuvre, mais ils ne sont pas sacro-saints. Je peux les réutiliser. Je n'ai pas de difficulté à les replacer dans un contexte dramatique, hors de contexte justement s'il le fallait. Pour moi, la moitié de ma vie a été consacrée à créer une suite de juxtapositions où chaque chose est complètement hors contexte des choses qui les suivent ou qui les précèdent. Et ce nouvel arrangement, vous pensez aux choses de manière entièrement différente. Donc, pour moi, il y avait deux priorités. La première, alors, est-ce qu'on va se servir de la chanson dans la pub? Ils ont dit oui, ok. Deuxième priorité, est-ce que je peux m'amuser un petit peu avec les idées que je me fais de ma propre image et créer en quelque sorte, disons, un peu plus de légèreté dans la situation pour qu'on puisse on puisse en rire un petit peu. Il y a aussi comment dirais-je, une certaine forme d'ironie dans cette publicité. Et pourtant, pendant des années, vous en aviez marre qu'on vous pose des questions sur Ziggy, sur Aladdin Sane, sur tous les personnages de cette époque-là. Et dans la tournée qu'on va voir en France, on va retrouver une grande partie de ces chansons-là, parce que maintenant, elles vont réintégrer totalement le répertoire. Avec celle de Reality, avec celle d'Eden, avec celle d'Outside. C'est vrai, et ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que moi, je me porte mieux que tous ces personnages. C'est vrai, c'est vrai. Alors justement, ça nous amène à la deuxième chanson qu'on a écoutée, qui s'appelle Never Get Old. Dans la presse, tout à l'heure, je montrais Rock and Folk, Epoch, Rolling Stone. Les gens se posent beaucoup de questions sur l'interprétation ou l'intention de cette chanson qui évoque l'immortalité, qui évoque l'âge, qui évoque la maturité. Et on sait, ça vous fait marrer, tant mieux. Mais on se dit, au fond, qu'est-ce qu'il a voulu dire?
Et en fait, ça n'est même pas prendre mes désirs pour des réalités. Je trouvais assez amusant l'idée qu'un rocker produise une déclaration toute simple, du genre « je vais vieillir », de manière un peu pétulante, un petit peu agressive, « je vais jamais vieillir », comme s'il se mettait en boule comme un gamin de 3 ans. « Non, je veux pas question de vieillir, je veux pas ». Et donc, c'est un petit peu ça, c'était ça le point de départ. Non, c'est une chanson drôle. Hein. En plus, il y a une chose que tous les gens qui sont ici constatent, c'est que les plus grandes tournées mondiales aujourd'hui, c'est encore, alors je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien pour l'industrie de la musique, mais c'est encore Paul McCartney, c'est encore les Rolling Stones, c'est encore David Bowie, c'est encore Neil Young, c'est encore... Tout ça à l'affiche en même temps. Vous imaginez le prix des places pour voir ce genre de concert? Non, mais c'est vrai. Imagine $1000 la place. Non, mais c'est vrai, David, d'une certaine manière. Il y a énormément de succès. Des jeunes groupes, actuellement, la musique fonctionne formidablement bien, mais les grandes tournées sur scène, aujourd'hui, sont les tournées des gens d'une génération qui est celle qui a créé le rock'n'roll. Il faut se dire qu'il y a un écart entre les générations, même une guerre entre les générations. Bon, on a tendance à en faire trop. On s'imagine un peu comment les choses étaient dans les années 60. Par exemple, quand on était gamin, avec les cheveux longs, on disait « mon père n'aime pas que j'ai les cheveux longs ». Alors maintenant, ce n'est pas les cheveux longs, c'est la guerre en Irak. Alors il ne faut pas se tromper dans nos priorités. Cette histoire en fait, de génération, quand on y réfléchit, n'a pas d'importance. La musique populaire, pour quelqu'un de mon âge, la musique populaire, c'est quelque chose qui ressemble en tout point à ce que connaissent les gamins de 16 ans aujourd'hui. Les origines sont les mêmes, hein, c'est le blues américain, mais ça a évolué, c'est allé dans différentes directions. Et nous avons le même vocabulaire, les mêmes références. Donc quand vous avez un artiste, un vieux de la vieille pour ainsi dire, il a simplement plusieurs générations qui sont là pour l'écouter parce que toutes partagent le même vocabulaire de la musique populaire. Lorsque je regarde les disques de ma maman, bon, il y avait le sound of music, c'est-à-dire la mélodie de l'amour, il y avait des Pericomo, des chanteurs comme ça. Bon, alors peut-être, c'est peut-être avec Pat Boone qu'elle s'est rapprochée le plus de la pop. Moi j'aime Little Richard, elle aimait Pat Boone, ça c'est ce qui nous a rapprochés le plus sur le plan musical. Eh bien ça n'existe plus, cet écart entre les générations, c'est-à-dire qu'un gamin de 18 ans peut examiner mes disques, il trouvera John Lennon, Jimi Hendrix, il trouvera des disques qu'il aimera, il dira qu'il voudra les entendre aussi bien que les miens. Moi je pourrais examiner ces disques, je trouverais les Dandy Warhols, Grandaddy, et donc il y a ici un rapprochement, il y a un terrain d'entente. Quelle était la question à propos? C'était justement sur le sens profond de cette chanson Never Get Old, et je crois que vous avez fait une réponse assez complète, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans un instant, on va retrouver David, quelqu'un de beaucoup, et c'est très bien, puisqu'il habite à côté de chez vous à New York. C'est Moby qui est en direct avec nous pour l'émission. Auparavant, je voudrais vous montrer quelque chose. On a retrouvé une autre publicité à propos du titre, Reality. On a retrouvé une autre publicité, vous allez regarder dans le petit écran là, d'un personnage que tout le monde va reconnaître et qui justement toute sa vie a combattu contre la réalité. Regardez. Je suis fou du chocolat l'envers. L'unique différence entre Dali et un fou, c'est que je ne suis pas du tout fou. Voilà, Salvador Dali. J'ai pensé à ça, David, parce que je crois qu'il est venu vous voir au Radio City Hall, je crois en 73, et en plus, sur une des tournées, vous avez utilisé Le Chien andalou. C'est le film qu'il a réalisé avec Luc Buñuel. Ouais. C'était en fait en 76 que j'ai utilisé Le Chien andalou. Alors, toute sa vie, lui, il a combattu contre la réalité. J'étais un grand fan de Buñuel, c'était la raison pour laquelle je me suis retrouvé là. Il m'a semblé que Buñuel était l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Alors, vous allez découvrir donc le magnéto de Moby, puisque vous savez que David a tourné avec Moby l'année dernière aux États-Unis. Petit magnéto, donc, et on découvre en direct de New York avec David l'un de ses voisins les plus connus.
Voilà un des gags que vous retrouvez donc dans le DVD de Moby, où il y aura à la fois donc un certain nombre de petits sketchs qu'il a enregistrés, et puis l'intégralité du concert en direct avec nous. Merci de l'applaudir avec David Moby, qui est à New York. Premièrement, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez David? Oh. Hi. Where's your camera? Hi. Am I looking straight at you, Moby? Je te regarde en face, tu me vois? Really? Is that... I'm sitting in a black room It's going to staring be at the one of camera. those... These are like our usual Là, conversations. c'est comme ça que nos conversations se déroulent à la maison. So that last, yes? Oui. I was just going to say that last, J'allais dire, the video you just saw, ce clip que vous venez de was voir, supposed to be funny. I c'était hope censé it was être funny. drôle. J'espère que vous avez ri. With the little... Est-ce que vous pouvez nous parler, The Moby, monkey de at- the la monkey at the tournée que vous avez fait l'année dernière avec Le David, singe terroriste. justement? What do you want to know? Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Non, je vais hurler, on va voir si c'est Hey, encore... Mo, how are you doing? Yeah. Well, Have Voilà. you still got the pigeons? well, it was amazing because Oui, c'était tout à because fait remarquable parce que David Bowie is my favorite musician David of all Bowie, time. c'est mon And musicien to suddenly favori be on de tour tous les temps, et me with retrouver en someone who you have so tournée much respect for avec and quelqu'un so much qu'on love respecte for, tellement, qu'on it was admire amazing. tellement, So pour moi every c'était day, génial. Donc I stood on tous the les side of the jours, stage, j'étais là à and I watched côté David walk de la out scène, and je sing suivais Is There David Life on Mars, et je and me it posais was la just- question pour savoir it s'il y was avait like a une vie musical dream come sur true Mars, for et me. c'était comme si un rêve devenait réalité. Oh, you soppy thing. Oh là là, tu exagères un petit peu là. It's true. Ça a duré combien de temps, Moby, cette tournée, tous les deux? The tour? La tournée, What were we on? It's like 5 weeks, je crois 4 5 weeks. semaines, 4-5 semaines il me semble. Yeah, it was about that. Hey, Moby, Moby, have you Yeah. still got the pigeon? t'as Have you still got the t'as pigeons? toujours les pigeons? The pigeons? Les pigeons. Yeah, you know that Oui, I got tu sais, myself a pigeon je shed on top me of the suis roof pris un abri à so that we could pigeons send sur le each toit other pour qu'on puisse envoyer des messages par pigeons voyageurs. because of the telephone Parce qu'il y breakdown avait un all problème de the time in téléphone New qui York. marchait pas à New York, tu te rappelles? Yeah. So I I was do have a wondering, serious I've lost question. Has 3 anyone ever pigeons. seen Have a you J'ai baby got perdu them? 8 pigeons maintenant. I have the Alors, pigeons. j'ai toujours les pigeons, je m'en If you've occupe eaten bien. them, Si tu les as mangés? I'm a vegan. I'm not. Non, gonna je suis eat pigeons. végétarien, j'y touche pas, pas de problème. Vous faites vos courses ensemble, vous vous voyez très souvent ou pas? just for pigeons. Uniquement pour acheter nos pigeons, oui, ça on fait nos courses ensemble. Non, mais est-ce que vous... I go to his little restaurant. Je vais dans son He has petit a little restaurant, il a un petit restaurant and tea house. et il a un Yeah, salon de and, thé. I hein. like to go there. Et j'aime bien m'y rendre et manger Yeah. sa It's superbe real cuisine. downtown. Hein, We never go above downtown. 14th Street, On you dépasse jamais la 14e rue à New York. Nothing exists. On reste on dans the le sud. Il n'y a plus rien. Au-delà de la 14e rue, plus rien n'existe. Pardon pour les petits problèmes de satellite et de décalage, mais je disais à David, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence de comportement ou de manière de travailler entre les artistes de sa génération et ceux de votre génération? Ou est-ce que ça n'a aucun sens tout ça? I think that with Moby's kind of... Je crois qu'avec le genre de musique de Moby, il est tellement plus nonchalant que nous. Disons que nous étions un peu plus intenses. Alors, il écrit beaucoup de choses, mais lui, il est beaucoup plus décontracté, disons. Disons qu'il y a un certain genre de disque que l'on produit actuellement qui va exactement à l'encontre. C'est quelque chose qui est très droit, très carriériste, j'allais dire, un peu militaire dans son style. Mais le genre d'artistes que moi j'aime ne sont pas tellement différents de ce que je fais. C'est une question d'inspiration, de faire la musique qu'on aime faire. Moby, sur le même thème, hier. Oui, Well, in the early days, disons que when I was au first départ, started making music, I lorsque j'ai never would have had a commencé à faire de la career musique, j'aurais jamais I don't really know how to pu write faire de very good carrière songs, parce I que don't je know n'ai how to jamais sing su very well. composer, je ne sais pas So- chanter, donc j'étais mal barré. I don't One want of the you nice things to... about Non, mais technology, donc, ce qui m'intéresse, disais-je, c'est plutôt l'aspect technologique. one of the nice things about Et ce qui est technology is it sympa avec la enables techno, me c'est que to make cela me records permet even à though moi de I faire have a des terrible disques, voice. même si ma voix You know, est if celle this d'une was casserole. 30 years ago when I C'est-à-dire was que si trying to c'était il y a make une trentaine records, no d'années, one would buy j'essayais de faire un my records disque, 'cause personne n'achèterait mes I can't disques sing to save my parce life. que je ne sais pas chanter pour un poil. Est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous pourriez par exemple travailler et faire un album ensemble? Tous les deux? Oh, I think we could do it very... Ah oui, certainement, yeah, we've worked sans difficulté. together. Non, nous avons déjà travaillé ensemble. Ouais. Who would want Ajoute to work Moby. with Moby? Mais qui voudrait travailler avec Moby, on se pose With la those question. pigeons, you know? Avec tous ces pigeons voyageurs qui infestent le toit. Those fucking pigeons. En tout C'est cas, ça, le merci pigeon. d'avoir été avec nous spécialement pour cette soirée en duplex de New York. Ok. C'était un petit peu compliqué. Bye, have a good day, compte tenu du décalage horaire, évidemment. Bye bye, Mo.
David, on va vous retrouver sur scène. Thank you, that was lovely. Ouais, Merci, c'était vachement très qu'ils sympa. viennent parce que c'est compliqué. On va vous retrouver sur That was scène. charming. Ouais. Oh, c'était Well, vraiment I sympa. live very near him. J'habite pas loin de chez lui, Ouais. hein, And if tout près I même. can see his Et place en from where fait, I live. je vois So if he son hadn't appart come on du the mien. show, I Donc would si have jamais, broken the s'il était venu à mon émission, je rentrais par la Alors, fenêtre chez lui. je voudrais vous montrer un dernier petit document avant qu'on vous retrouve sur scène avec un certain nombre donc, de musiciens dont on va parler. Regardez ce petit truc-là, puisqu'on parlait justement tout à l'heure. C'est un truc qui a été enregistré à la BBC, je crois en 1964, dans une émission qui s'appelait Tonight, et vous défendiez le syndicat des jeunes gens qui voulaient porter les cheveux longs. Alors que, Oui, les gens je qui connais portaient bien. les cheveux longs à l'époque se faisaient insulter I was dans la rue. 17. J'avais Ouais, 17 ans, j'avais regardez. 17 ans à l'époque. It's all got to stop. They've had enough. The worms are turning. The rebellion of the long hairs is getting underway. They're tired of persecution. They're tired of taunts. They're tired of losing their jobs. They're tired of being sent home from college. They're tired of being sent home from school. They're tired even of being refused the dough. So with the nucleus of some of his friends, a 17-year-old, Davy Jones, has just founded the Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men. Well, here we are. Long-haired men, you've got to have your hair, what, 9 inches long before you can join? Well, I think we're past that over now. Have you? Yes. Now, exactly who's being cruel to you? Well, I think we're all fairly tolerant, but for the last 2 years we've had comments like "darling" and "can I carry a handbag" thrown at us. I think it's just had to stop now. But does this surprise you that you get this kind of comment? Because after all, you've got really rather long hair, haven't you? We have, yes. Yeah, it's not too bad, really. No, I like it, and I think we all like long hair. And we don't see why other people should persecute us because of this. No, you see, a lot of people, you can't tell the difference between a man and a woman, can they, if you've got your hair that long? Oh, well, that's ridiculous. If the stage has got to the point when you can't tell either sex by a few inches of hair, I think it's a pretty poor show, don't you? I mean, did you get this off the Rolling Stones, really? Oh, no, definitely not. But did any of you have your hair growing long more than 2 years ago, Yes. Seth? Oh, yes. Did you? Before the Rolling Stones ever Well, did? it takes a long time to get this length, you know. It just It's isn't quite right easy overnight. to That's cut because the them Rolling out. Stones. Can I ask you what you say when you go into the hairdressers? When you go into the hairdressers? What I don't go. Last year. Mais quand on voit ça aujourd'hui, ça paraît totalement dément. Le conformisme. Very clean hair, though. Oui, mais ils avaient des cheveux très propres, hein, vous remarquez. Très très propres. Non, mais le conformisme. Actually, I wanted to be a Non, communist. moi but I je voulais couldn't être get communiste, into the mais party, on ne voulait pas I m'accepter told au that PC, donc il a fallu que je fasse un autre syndicat. Vous jouiez où à l'époque, à 17 ans, David? Dans les clubs le soir, au Marquis je sais que vous aviez appris Yeah, le saxophone. London clubs. Dans les Ouais. clubs Folk de Londres, clubs, rock des clubs, clubs anything, folk, des anywhere clubs there was rock, Ouais. tous les clubs qui Ça, m'acceptaient. c'était juste avant que ça démarre, c'était juste avant Space Oddity. Yeah, I must have Oui, been 5, 6, 7, Je I can't do ne maths. me rappelle plus l'époque exacte, j'arrive pas à calculer. Mais c'est 3 ans avant, avant Space Oddity. Donc là, je débutais vraiment là. Alors, je voudrais vous montrer encore un petit magnéto. C'est une archive d'Elvis Presley. Regardez, que vous allez découvrir. Ce qui est assez amusant sur le dernier clip, c'est tout le monde de temps en temps, les gens disent « Ah oui, 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 oui !» Et quelqu'un dit « Oh non, 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 non !» Ils passent de l'un à l'autre comme ça, un peu comme un sketch des Monty Mais il y Python. avait à côté, vous étiez très sérieux quand même. Vous étiez très sérieux dans la revendication. I was 17. Ah oui, mais j'avais Ouais, 17 ans, normal. on est très C'est sérieux normal. quand on a 17 ans. Regardez Elvis Presley, je sais que vous l'avez vu au Madison Square Garden, je crois, en 71. The concert was... Le concert, non, c'est pas exact. Le concert était le 10 juillet 1972 au Madison Square Il vient Garden. de tout. These days, I'm gonna try back where you once
Oui, c'est l'histoire d'une... J'adore la façon dont ses jambes s'entremêlent là. Alors, cette émission raconte l'histoire de mes cheveux, n'est-ce pas? Avec les boucles. Il y a un écrivain qui s'appelle, que tout le monde connaît, qui s'appelle Anish Qureshi, qui dit que jeune, justement, vous aviez envie probablement de faire une carrière, pas une carrière, mais en tout cas d'imiter Elvis Presley et Golden Years, une chanson que vous aviez composée pour lui et qui n'a jamais chanté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une piste de Station to Station qui s'appelait Golden Years, que vous venez d'entendre. Et le manager de Presley l'aimait beaucoup. Il l'a passé à Presley et Presley a dit « Je veux chanter des chansons comme celle-là ». Donc Parker m'a envoyé un télégramme me demandant si je voulais bien produire Elvis. Et puis ensuite Elvis m'a envoyé un télégramme disant « Bonne chance pour ta prochaine tournée, j'ai hâte de te rencontrer lorsque tu reviendras ici ». Et il est mort quelques années plus tard, donc j'ai jamais pu, en fait, j'ai pas pu le faire. Mais c'est évidemment une idée passionnante. Mais quand tout à l'heure c'est la mère, la mort qui est intervenue. Vous en avez pensé quoi la première fois que vous l'avez vu sur scène? C'était une situation folle parce que à l'époque j'incarnais déjà Ziggy Stardust. Alors, j'avais un spectacle dès la première soirée, puis j'avais un avion à prendre le vendredi matin qui m'a emmené de Londres à New York. Je suis allé au Madison Square Garden, je suis arrivé en retard, Presley était déjà sur scène et j'avais les cheveux teints en rouge, avec les épaulettes, enfin tout le tralala. Je descends l'allée, évidemment. Tout le monde s'est retourné de manière incrédule en me demandant mais qu'est-ce que c'est que ce martien qui est venu nous rendre visite. Alors, je ne sais pas si Presley m'a vu, mais j'avais des sièges au troisième rang parce qu'on était avec RCA. Et c'était une expérience assez humiliante de devoir passer comme ça devant tout le monde. Alors, c'était génial, sauf qu'il n'a chanté que 45 minutes. C'était un spectacle très court. Et puis ensuite, il a fallu que je reprenne l'avion pour rentrer à Londres parce que j'avais un concert le lendemain soir. David Bowie, donc merci de leur accompagner sur scène. Alors, David, deux titres, un qui est sur l'album, qui s'appelle She'll Drive the Big Car, et puis une reprise qui est Modern Love. Je crois qu'on va aussi présenter l'orchestre parce qu'ils vont vous accompagner pendant toute la tournée. I'd love to very much. Ouais, et ce serait. Alors peut-être qu'on va les présenter là-bas. C'est plus simple parce qu'il y a des gens qui sont. On va vous accompagner. J'emmène tout le bazar avec moi. Hop, on renverse l'eau. We're coming to your house. Voilà, donc on va présenter l'orchestre de David. Voilà. C'est pas moi qui vais le faire, mais merci de présenter les musiciens qui sont avec vous et qui sont là pour vous et que vous pouvez applaudir et que vous pouvez faire un triomphe. On guitar, Jerry Evans. On keyboards, guitar, conga drums and vocals, Catherine Russell. On bass guitar and vocals, Gaylan Dorsey. And on drums, Sterling Campbell. On keyboards, Mike Garson. On a guitar too, Earl Slick. Thank you. Waited by the moon. She was sick with fear and cold. She felt too old for all of this. Of course he never showed. She locked her suitcase to the bus, melted home through the snow, north along Riverside. She'd slip between the sheets, husband's quiet, devoted wife. It's strange, a sad, nervous,
dead found on the shabby yellow lawn north along Riverside. She'll drive the big car, he will sit behind. She keep an eye on Jessica, south along the Hudson. She'll turn the radio high, and the station playing said so. Just a little bit louder now, south along the Hudson. Just a little bit faster now, just a little bit louder now, just a little bit angry now, south along the Hudson. She'll drive the big car, and he'll sit behind. Just a little bit louder now, just a little bit angry now. Way back when millennium meant racing to the light, he promised her a dream world, take her back to street life, away from violent border, with its cormorants and leaves, up on Riverside. She'll drive the big car, he'll sit behind, bursting up bubbles of blood-flowing ground, south along the Hudson. She'll turn the radio high, find a station playing sad, sad soul. Just a little bit louder now, just a little bit faster now. She'll drive the big car, talk herself insane. Just a little bit louder now, just a little bit faster now, just a little bit faster now, just a little bit louder now, just a little bit angry now. Well, I'm going to do, for the rest of the night, just old glam rock songs. Right, what do you want? T-Rex? Gary Glitter? Roxy Music? What do you want? Okay. David Bowie. David Bowie. Man with taste. Okay. Things don't really change. I'm standing in the wind, but I
David va nous rejoindre. Je vous signale tout à l'heure Damon Albarn de Blur va chanter avec lui. Donc vous pouvez l'applaudir à l'avance, puisqu'il est venu spécialement avec David. Et puis on recevra Françoise Hardy, on recevra Hair, qui viendra nous présenter leur prochain album qui va sortir au mois de... Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, ils sont très fatigués. Combien de titres vous allez utiliser pour la tournée, David? Combien vous en avez répété? Nous avons 50 titres. On en a répété 50, mais il me semble que lorsque on sera en tournée, au bout d'une dizaine de semaines, on va peut-être en répéter d'autres titres, simplement pour éviter de tomber dans les habitudes, aussi bien pour nous d'ailleurs que pour le public. Il faut se renouveler, il faut rester vivant. Donc on va en répéter une quinzaine d'autres. Bob Dylan, si je ne m'abuse, lui, il répète, je crois qu'il a quelque chose comme 170 titres à son répertoire à chaque fois qu'il part en tournée. 170, ça c'est quand même quelque chose. Et au fond, quels sont les auteurs qui vous ont influencé? Je sais que Bob Dylan, jeune, tout à l'heure, il a joué un rôle... Influencé, disons tous ceux que je respecte. Disons que pour ce qui est de l'influence, il y a Little Richard, ça c'était probablement le premier musicien qui m'a vraiment fait partir. À l'âge de 9 ans, je voulais jouer le saxophone ténor dans son groupe. Je voulais faire partie de son groupe, au saxo. Et ça ne s'est évidemment jamais produit. Ensuite Lou Reed du Velvet Underground, ça c'était une immense influence. Mais par ailleurs je respecte tellement d'artistes. Neil Young par exemple, je trouve que c'est quelqu'un de formidable. J'adore son esprit ouvert, son esprit d'aventure qu'il amène à chacune de ses chansons. Aujourd'hui encore, à l'âge de 61 ans, il est toujours très jeune, il est encore plus audacieux que beaucoup de jeunes groupes. Il est tout à fait extraordinaire. Bob Dylan, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi. Radiohead, je trouve que c'est un groupe absolument génial. Blur, j'ai produit l'un des meilleurs albums de tous les temps, Think Tank. Grandaddy, c'est un groupe américain que vous ne connaissez peut-être pas. Ah si, vous le connaissez? Génial. Mercury Rev. Il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup. J'adore Skull Walker, je trouve que c'est probablement la plus belle voix de la musique. Avant justement qu'on parle d'un Français que nous connaissons et qui vous a beaucoup influencé aussi, il y a une chose que je voudrais qu'on explique aux gens. Pas Jacques Brel, bien sûr, parce qu'il est belge. Il est belge. Jacques Brel, justement. Alors pourquoi? Vous avez enregistré 2 chansons, Amsterdam et My Death. Pourquoi? Parce que tout le monde dit qu'il est français, mais il est belge. C'est comme Johnny Hallyday. Brel, regardez, on a fait un petit montage de Brel. Regardez ce disque-là. La mort m'attend comme une vieille fille au rendez-vous de la faucille pour mieux cueillir le temps qui passe. La mort m'attend comme une princesse à l'enterrement de ma jeunesse pour mieux pleurer le temps qui passe. Whatever lies behind the door, there is nothing much to do. Angel or devil, I don't care. For in front of that door, there is you. Voilà, chanson magnifique. Ouais. Fantastic song. Superbe chanson. Un mot sur Brel, on parlera tout à l'heure des reprises, parce que là, il y a une reprise des Modern Lovers, vous avez fait de très nombreuses reprises. Pourquoi Brel?
Je vais vous dire pourquoi. C'est une histoire intéressante. J'avais, je crois, 16 ans. Et j'avais une petite amie dont l'ancien petit ami avait été Scott Walker. Et Scott Walker adorait Jacques Brel. Donc, j'ai entendu les albums de Scott Walker toute la journée dans la maison de cette fille, qui aimait toujours Scott Walker. Alors, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, mais j'adore toujours la voix de Scott Walker. Voilà. Alors, l'une des premières choses que j'ai remarquées, c'est qu'il avait chanté des chansons de ce Jacques Brel dont je n'avais jamais entendu parler. Et ensuite, il y avait ce spectacle, Jack Brel is alive and well, est en vie et habite à Paris. Et c'était une traduction de ces chansons par l'américain Mort Schumann. C'était, je crois, en 66-67. Je suis allé voir le spectacle, et lorsqu'il y a eu cette chanson sur les gars qui faisaient la queue pour leur injection contre la syphilis, je me suis dit, ce mec est absolument génial. J'ai jamais rien entendu de pareil. C'est quelque chose. Enfin, les paroles étaient absolument fabuleuses. Et c'est grâce à cette fille que je me suis intéressé à l'histoire de cette chanson. Donc je ne plaisantais pas trop à ce sujet de Montmartre tout à l'heure, là, et le Chat Noir, et les premiers clubs, les premiers cabarets où il y avait des chansons populaires, et également des espèces de truands qui se mêlaient à des poètes, et dans tout ce milieu, cette pègre qui a été créée et qui a produit un nouveau style de chanson qui est venu de la rue. Et nous n'avons pas eu ça en Angleterre. Et la seule personne qui a pu reprendre ça d'une manière analogue aux États-Unis, c'était Lou Reed, justement. Lou Reed qui avait la même attitude, c'est-à-dire chanter des chansons qui venaient littéralement du caniveau. Une extraordinaire force. Oui. Et disons qu'il y a une connivence entre Lou Reed et ces chansons de avant qu'on retrouve Mick Rock à New York, regardez cet album. Donc là, c'est donc un album extraordinaire dont on va extraire un certain nombre de photos. Il faut dire 2 ou 3 mots de Mick Rock. Donc je crois que vous l'avez rencontré aux alentours de 1972. Je ne vais pas me tromper. 72, 73. Il est photographe. Ouais. C'est cela, oui, à peu près. C'était où? À New York, en Angleterre? Non, ça, je ne me rappelle pas. Lui, il le sait sûrement. Mick. Donc Mick est photographe. Il a évidemment suivi de très nombreux artistes, photos, vidéos, réalisé des clips. Et là, c'est toute la carrière donc de David. C'est pendant Ziggy. Il vous a suivi pendant combien de temps, David? 2 ans. Je crois que ça a duré jusqu'à la tournée japonaise. C'est lui qui connaîtra les dates mieux que moi. Moi, je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il était toujours là, dans un coin, en train de prendre des photos. Alors, Mick Rock, bonsoir. Vous nous entendez? Hello. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Get those glasses off, Rock. Enlève ces lunettes noires. Pourquoi te caches-tu derrière ces lunettes noires? Une espèce de paparazzi, là. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet album magnifique qui est un tirage limité où on retrouve effectivement toute la tournée qu'évoquait tout à l'heure David? Ça s'est passé entre quand et quand? Quand vous parlez de l'album, vous parlez du livre, voilà. Oui, ce livre que tu essaies de nous fourguer, là. Ouais. Ah, c'est notre livre. C'est quand même le livre de David autant que le mien. Non. Moi, je fourgue un disque. Toi, tu fourgues un bouquin. On s'est pratiquement planté l'un comme l'autre. Non, en fait, non. Ça se vendra très bien. Mais il faut que tu m'envoies des royalties. Mais tu veux une belle montre? Je t'envoie une montre si tu veux, en guise de royalties. Une belle montre. Non, parle-nous de Ziggy Stardust, Mick, si tu veux bien. Parle-nous de Ziggy Stardust. Je connais Ziggy Stardust, sur le bout des doigts. Je l'ai rencontré. Alors, il y a beaucoup de photos qui ont été prises, des très belles photos. Et en plus, on a fait ces films de promotion, Live from Mars, Jane Jelly, et un certain nombre d'autres titres qui ont été photographiés. C'est des choses qui seront difficiles à trouver de nos jours. Je ne me rappelle pas tout à fait cette époque. Si on me la rappelait, ce serait comme un coup de téléphone dans le passé. On a passé en quelques heures qu'on a réussi à prendre des tas de photos et à compiler cet album. Je me rappelle avec beaucoup d'émotion
cet épisode. Toujours est-il que j'ai rencontré, je crois, à Birmingham. C'était tout au début de Ziggy Stardust et il m'a complètement bluffé. Je veux dire que là, quand je l'ai vu, j'étais complètement époustouflé. Et on a fait une série d'entretiens, d'interviews, et j'ai passé quand même pas mal de temps, beaucoup plus de temps avec David que la plupart des photographes de l'époque. Et c'était surtout les photos de lui qui commençaient à m'intéresser. Alors souvent je me présentais à ses concerts, on m'invitait. Et puis j'étais entouré de cette foule et surtout dans l'entourage de cette espèce de monstre qui était Ziggy Stardust. Et j'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Disons que j'ai eu cette chance, mais enfin bon, il a fallu un peu de ténacité. Oui, et puis ensuite, on s'est retrouvés jeudi soir. Alors, non, là, tu n'as parlé de mercredi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Il ne va pas tout raconter. Merci Nick d'avoir été avec nous. Je voudrais quand même présenter l'album qui est absolument... qui est absolument extraordinaire. Vous y avez quand même travaillé un petit peu, David. Oui, j'ai écrit les paroles. Il fait semblant d'être un compositeur, mais en fait c'est moi le parolier. Lui, il ne sait pas écrire pour dessous. Non, mais disons que je me suis inspiré des photos. J'ai regardé les photos et j'ai écrit ce qui me venait à l'esprit en regardant ces photos. Et c'est un bel album, un beau livre. Il est magnifique. Non, il a pris de très très C'est vraiment un des plus beaux albums consacrés au rock. Une dernière question concernant... beaucoup de gens se sont demandé pour le 30e anniversaire de Ziggy, il y a eu une réédition de l'album et à un moment on a parlé d'un film, d'une comédie musicale, de projet. Tout ça c'est terminé, ça n'existera pas. Vous avez toujours cette idée qu'un jour... Non, effectivement, pour l'instant, cela ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais en ce moment. C'est ce que j'écris, c'est ce que je compose. J'en ai pas besoin maintenant dans ma vie, franchement. David, qu'on va retrouver avec Damon Albarn, que je salue, de Blur, qui est arrivé parmi nous. Tout à l'heure, François Hardy, Damon est là. Effectivement, l'album de Blur, Think Funk, est un excellent album. Il a été superbe. Notamment, il a travaillé avec des musiciens marocains. Enfin, il y a beaucoup de choses. On en parlera avec lui tout à l'heure. Il est là. Le titre s'appelle Fashion. David, je vous laisse pour ce duo exceptionnel. Donc pour Traffic, thanks a lot. David Bowie, Damon Albarn. Le titre s'appelle Fashion. Talking this year.
heard it before. Ooh, bop. You shout it while you're dancing. Dance floor. Ooh, bop. Fashion. Fashion to the left. Turn to the left. Dance with me, don't dance with me, no. Baby. Baby. Ooh. Dun, 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 ba, 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 fashion. Ooh, ba. Dun, 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 ba, 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 fashion. La, 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 la. Dun, 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 dun. Right down to you. David et Damon. Venez avec moi, venez là, venez là. Damon, venez. Voilà. Bonjour. Enchanté. Voilà, vous pouvez vous asseoir là. D'abord, est-ce que vous vous connaissez bien tous les deux? No, we've run across each other. Non, on s'est croisés une ou deux fois. Mais disons que j'aime à penser qu'il y a, disons, une certaine compréhension mutuelle, on se comprend à travers nos œuvres, il y a des points même où on se chevauche un peu. Et on vient également de la même région d'Angleterre. Alors, bon, là ça s'applique à tout ce qu'on va dire ce soir. Tout ce qu'il fait, il le fait mieux que moi en tout cas. Disons que il y a dans nos voix quelque chose qui se reconnaît. On reconnaît la même âme britannique, la même âme anglaise. D'accord, on aime tous les deux Angelina Newley. Non, il faut pas dire ça. Mais disons qu'il y a quelque chose d'anglais. Les Anglais ont de l'âme dans leur voix, mais c'est assez difficile de dire ce que c'est que cette âme. Encore une fois, c'est quelque chose... J'espère que j'ai pu trouver une inspiration dans l'œuvre de David ici présent. Disons qu'il y a une nouvelle audace, quelque chose de nouveau qu'on essaie de faire à chaque album. Là, j'ai un peu trop de cire dans les oreilles. Là, il va falloir que je... C'est parce que vous entendez le son de sa douce voix qui vous envahit l'oreille. Delmon. On va choquer tout le monde. Il y a beaucoup de ballades, et peut-être que je me trompe, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses où on a le sentiment que vous avez pris votre temps, ou l'envie de prendre du temps. Pas vraiment. Je crois que lorsque je me suis lancé dans cet album, et lorsque j'ai travaillé justement sur ces histoires de gorilles, ça m'a un petit peu désarçonné. Je préfère travailler de manière plus détendue avec mon groupe. Disons que là, c'est une démarche nouvelle. Lorsque je fais ce genre de musique, je me sens tout à fait à l'aise. C'est quelque chose d'agréable, c'est-à-dire de pouvoir faire la distinction entre une sensibilité pop et puis sa propre démarche affective ou ses propres besoins affectifs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Delmon, qu'à un moment, vous vous êtes dit peut-être Blur, c'est fini. Au moment du Gorillaz Project, au moment des problèmes avec le guitariste, votre ami d'enfance, Graham et tout ça, est-ce qu'à un moment, avant d'enregistrer Sing Song, vous avez dit, bon, j'arrête Blur, j'en ai marre, la Britpop, il y en a assez, il me fatigue, les journalistes, c'est pénible.
Ah oui, non, aujourd'hui j'en ai vraiment marre de la Britpop. Ça, de toute façon, le pays entier en a marre de la Britpop. Et je ne pense pas que cette chose ait évolué dans un sens très positif, en tout cas justement pour notre pays. Mais pour ce qui est du groupe, non, je n'ai jamais voulu. Après tout, c'était mes copains d'enfance. Je suis allé à l'école avec eux. Je voulais pas. On peut pas se séparer de son passé, de sa vie. C'est pratiquement sa famille. Est-ce que vous retrouvez, David, justement dans la diversité des inspirations, beaucoup de choses qui, à un moment, ont pu finalement être un peu similaires dans votre carrière? Non, là je crois que la comparaison est un petit peu absurde ici. Ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est quelque chose que j'ai passé pratiquement en boucle chez moi depuis la sortie de l'album. C'est un des albums les plus affirmés depuis des dizaines d'années. J'adore ce disque, c'est quelque chose qui est extraordinairement évolué. Il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. En tout cas, en Grande-Bretagne, il n'y a rien d'équivalent. Et y compris le dernier album des Radiohead. Là, je crois que c'est encore mieux que... Il y a une chose qui, peut-être je me trompe, parce qu'il y a des comparaisons qu'on ne peut pas faire, mais il y a une spiritualité, une espèce de tranquillité qu'on retrouve dans cet album, et j'ai l'impression qu'on la retrouve aussi dans les paroles de Reality. Il y a beaucoup de chansons de Reality qui sont des réflexions sur la spiritualité. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Et pour une raison curieuse, c'est vrai que nous avons un peu évolué. C'est exactement ce que j'allais dire. Je crois que tout d'un coup, le fait de regarder le monde avec une nouvelle paire d'yeux, c'est-à-dire que lorsqu'on a une compagne ou un compagnon, peut-être qu'on fait un petit peu plus attention à ce qu'on écrit. En tout cas, en ce qui me concerne, je veux que ma fille puisse se dire que son père était assez positif par rapport au monde. Parce que Simon m'a dit, mais pourquoi m'as-tu fait naître si tu penses que le monde est aussi épouvantable? Donc on ne sait pas le genre de choses que l'on veut dire. Et lorsque l'on a des enfants, on réfléchit 2 fois avant d'écrire. Mais enfin, on dit ouais. Comment elle s'appelle, la petite? Ah oui. Lexi. Alexandria. Alexandria Zora. Sing Song, donc l'album de Blur. Merci Dalmon, vous allez rester avec nous. Et on va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, et l'un et l'autre. Dans un instant, c'est Françoise Hardy. Vous allez voir quelques images de David. Il y en a qui va mieux que d'autres, apparemment. D'ailleurs par quelqu'un qui a joué un rôle important dans la musique. C'est Malcolm McLaren. J'aurais pas dû dire ça. She was the ultimate pin-up on most hip Chelsea beat bedroom walls, and I know for a fact many of the groups who were notorious and slowly becoming successful, such as the Rolling Stones, Brian Jones and Mick Jagger, the Beatles, John Lennon, Paul McCartney, and many other groups, all were desperately interested in having Françoise Hardy become their girlfriend in some way. So when she came to London, I think they all must have pitched in to try to be her boyfriend. I was for a very long time passionately in love with her, as I'm sure she's guessed. Every male in the world and a number of females also were. And we all still are. Et voilà. Coincé. Françoise Hardy. Oh dear. Françoise. La voilà. Hey. Oh, fantastic. Work with her. Yeah. Je vous embrasse, Damon. What a pleasure. So good to meet you. Ça va, Françoise? And some others. Je me mets là? Oui, absolument. Alors, d'abord, Damon, vous avez travaillé avec Françoise. Absolutely. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, et Françoise aussi d'ailleurs? Quand est-ce que vous avez travaillé avec Blur? C'est beaucoup dire, travailler. Enfin, vous avez enregistré un morceau avec eux. Oui, nous avons chanté, en duo, une chanson. No, it was fun. C'était quand? C'était quoi, il y a 4-5, 96? 94. Non, 95. 93, actually. Non, c'est 93, pour être précis. Et alors pourquoi? Qui a décidé? Comment ça s'est passé? Ah. Damon. Well,
On avait fait cette chanson sur l'album Heart Life. Alors, il y avait effectivement ces résonances de Scott Walker et disons la tradition populaire française des années 60. Et on essayait de faire quelque chose qui ressemblait un petit peu à ce qu'avait fait Françoise Hardy. Alors je ne me rappelle pas exactement comment on s'est retrouvés l'un et l'autre. Mais enfin, lorsque ça s'est fait tout de suite. C'était un moment magique. Françoise et David. Est-ce que je peux dire quand même que je suis une grande fan de David depuis, je crois, la chanson Heroes, c'est-à-dire depuis les années 70 et quelques, et que j'ai connu également deux grands artistes français qui étaient des fans de David, à savoir Serge Gainsbourg, qui l'admirait beaucoup et qui d'ailleurs, je crois, a utilisé certains de ses musiciens. Et puis, quelqu'un que David ne connaît probablement pas, qui est Mireille, qui a fait tellement de très jolies chansons, et que j'emmenais au cinéma voir David, et en particulier, nous avons vu ensemble Furio, et surtout Les Prédateurs, qui est un film qui nous a absolument bouleversés. Et qu'encore maintenant, enfin ça m'est arrivé de le revoir depuis, je trouve que ce film est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas ce qu'en pense David, mais voilà, je voulais simplement dire ça, parce que Mireille, à l'époque, devait avoir 75 ans, pas loin de 80 ans, enfin, et elle était une grande fan, et je l'emmenais au cinéma. Voilà. Mais c'est très touchant, mais merci beaucoup. Je suis toujours ce que fait David, et bon, j'aimerais lui demander, mais c'est peut-être pas une bonne question, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on a beaucoup d'estime pour un artiste, si parmi tous les disques qu'il a fait, il y en a un qu'il préfère aux autres. Moi, je voulais lui dire qu'il y en a un pour ma part, pour lequel j'ai un faible, et qui est Outside. Really? Oui. Vraiment? Là, je suis stupéfait. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup Outside. J'ai un penchant tout particulier pour The Bitter of Suburbia. Je me suis beaucoup appliqué avec Edel. C'était simplement nous deux qui avons fait cet album, et on s'est vraiment défoncé sur cet album. Et c'était pour moi le début, enfin, c'est le moment où j'ai commencé à me sentir vraiment à l'aise. J'avais traversé une période difficile en tant que compositeur, et tout d'un coup, avec cet album, Brothers of Suburbia, tout a pris forme. Alors c'est peut-être pas le goût de tout le monde, mais pour moi c'est un album qui a vraiment une raison d'être importante. Les gens ne savent peut-être pas tous que David produit ou coproduit beaucoup de ses albums, si ce n'est pas tous. Et moi, je l'admire aussi profondément comme producteur, comme réalisateur. Il réalise ses albums, et je trouve que ses réalisations sont absolument parfaites. Alors David, qu'on va retrouver évidemment sur scène dans un instant, avec un autre groupe qui va nous rejoindre, qui est Air. Je sais que vous vous intéressez à l'astrologie, vous lui voyez un avenir un peu particulier à David, son thème. Mais on n'est pas sûr de son heure de naissance, il y a plusieurs heures en circulation. Vous savez que François est... J'aimerais beaucoup connaître sa véritable heure de naissance, s'il la sait, s'il la connaît. Vous vous en souvenez? 7, 4 and 12 o'clock. Alors soit à 7h, soit à 4h, soit à midi. Au choix. Non, en fait, je suis arrivé en pièces détachées. En tout cas, merci à tous les trois. Vous allez découvrir sur scène maintenant Air, qui sont venus spécialement aussi pour cet hommage à David Bowie. Damon, merci d'être venu. L'album est magnifique, je le dis, et c'est extrêmement sincère. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Thank you. Vous allez découvrir un petit extrait des Dandy Warhols avec, je crois, le clip et un petit message. Regardez. Hi, we're the Dandy Warhols, and we're going to be playing with David Bowie for a couple months all around Europe this fall, winter.
We really wanted to be here for the show, but we can't be because we're obviously working way too hard. So, anywho, I just want to tell a little story. I saw when I was, I don't know, maybe 14 or something, I saw David Bowie for the first time. I'd never really realized who this guy was, but it was just this theater kind of, I think he had a tin clown suit with a big cloth tie and his beautiful face all whited out, and he was just singing, and it was The Man Who Sold the World. And it was on Saturday Night Live, was what it was on. It was just the one song. The band came out and did it. After that, I went back to school the next Monday, and kids were talking about it, and about what a freaky, weird dude, and how freaky that was. And I thought it was so amazing. I thought everybody was going to be losing their shit like I was. And it was that day that I realized it's us against them. So we've got, who is David Bowie for you? I don't really know him yet. We haven't did the tour. One of the most influential artists and musicians ever. What does David Bowie stand for? Well, we thought we had a clever answer for this one. D is for David. No, D is for Dandy. Oh, D is for dandy. A is for awesome. Awesome. V is for very. He's so very. I is for I love it. D, and the other D is for the darkness at the end of David. B, what's B for? B is for Bowie. O is for, it could be for Bowie. O is for, oh my God. W is for Warhol. Of course. I already did that, I love it. Intelligent. And E is for the end of David Bowie. Voilà le petit message. Brilliant. De moi. Donc, nous allons retrouver nos petits camarades d'Air, donc qui sont ici dans le studio et qui vont jouer pour vous. Vous savez qu'ils ont réalisé 2 albums ces dernières années absolument extraordinaires. Ils sont là, je les aperçois dans un petit coin de la scène. Et ils vont chanter le titre d'un album qui va paraître en janvier. Et le titre s'appelle Another Day. Je serais ravi de les recevoir avec mes petits camarades dans un instant. Vous pouvez leur faire un triomphe. Air, car on les voit rarement à la télévision.
Nicolas et Jean-Benoît vont nous rejoindre. Voilà. Jean-Benoît va se mettre là, Nicolas ici. Donc Another Day, donc je voudrais vous présenter les derniers albums de Hair. Donc celui-là vous le connaissez bien évidemment, c'est celui qui a suivi Moon Safari. Puis il y a une collaboration que vous avez fait avec l'écrivain italien Baricco. Il y a la bande de Virgin Suicide que tout le monde connaît. Et évidemment tout le monde attend le prochain album. Alors est-ce qu'il est enregistré, totalement fini, un peu comme l'extrait qu'on vient de voir? En fait, il est un peu trop tôt d'en parler, et puis il est trop tard de parler des derniers albums. Alors on les pose. Mais non, mais il est fini, hein, il est fini là. Ouais. Et alors, quelle va être l'ambiance? En fait, on s'est recentré, on a tout fait nous-mêmes par rapport à l'album d'avant qui était un peu pharaonique. Et je dirais que c'était une sorte de gros péplum. Tous nos amis musiciens ont joué dessus. C'était une sorte d'orgie un peu sonore. Ouais. Et alors que là, on s'est recentré, Jean-Benoît et moi, on a été dans notre studio et on a fait tout l'album vraiment fabriqué à la maison, avec justement que des boîtes à rythme, des synthés, pas vraiment de... Pas de collaboration extérieure, pas de musiciens en dehors de vous deux? Non. Mis à part la collaboration d'un producteur, qui s'appelle Nigel Godrich, qui a produit le dernier Radiohead par exemple. Ouais, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Et qui travaille avec vous. On avait besoin d'un obstétricien musical. C'est-à-dire? Eh ben, quelqu'un qui pouvait nous faire accoucher des morceaux. Ouais. Parce que quelquefois on ne sait plus nous-mêmes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on veut, on ne sait plus. Et donc cette personne-là nous a aidé à nous conforter dans un certain goût. Voilà. Puis il y a une chose qui a beaucoup, moi, c'est très difficile de juger sur un titre, mais qui a changé, c'est qu'il n'y a plus l'utilisation du vocoder pour la voix. C'est-à-dire que maintenant vous chantez. Nigel nous a persuadé de chanter nous-mêmes l'album. Alors vous vouliez pas? On allait faire comme d'habitude, on avait demandé à nos amis de chanter dessus. Et puis en fait, il aimait nos voix et le fait qu'on soit justement pas des chanteurs spécialisés, il aimait la différence que ça faisait par rapport aux disques qui se produisent en ce moment. Et il aimait notre accent français. Il regrettait que les chansons ne soient pas chantées par nous, donc on s'est lancé. Vous êtes jeté. Combien de titres il y aura sur l'album? Il y en aura 10 et 11 pour la version japonaise. Pour la version japonaise. Voilà. Donc tous les Japonais qui regardent ce soir savent qu'ils auront donc un titre supplémentaire. David, oui, David, pourquoi vous avez voulu qu'ils viennent? Parce que je sais que vous vous intéressez beaucoup à leur travail. Mais je trouve qu'ils ont vraiment une pensée d'avant-garde exceptionnelle. Ouais. Et le travail de David, parce que tout à l'heure à la répétition, je vous regardais tous les deux en train d'observer attentivement ce qui se passait avec un intérêt formidable, et vous parliez même des titres de David que vous aimez, comme tout à l'heure Françoise parlait d'Heroes. Je crois que vous, Modern Lovers, par exemple, Modern Love. En fait, nous, on a découvert Bowie avec Let's Dance, quand on était des jeunes adolescents. Et après Let's Dance, on nous a forcé à replonger dans le passé et à découvrir les compositions, les univers musicaux, et je dois dire que suivant quand on écoute une chanson de David Bowie, ça correspondait exactement au genre de musique qu'on aimait. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste par rapport à votre personnalité, tout d'un coup vous trouvez la musique qui vous correspond. Et donc on est remonté dans le temps, comme ça on a découvert tous les albums, puis le travail avec les synthétiseurs aussi. Le travail avec Brian Eno. Vraiment un album qu'il a fait avec Iggy Pop qui s'appelle The Idiot, qui était pour nous le mix ultime de la musique électronique et du son organique des batteries et des guitares et des basses. C'est-à-dire que pour moi c'est la symbiose parfaite qui a rarement été égalée depuis. Et c'est en pensant à des disques comme ça qu'on essaie de faire des chansons comme Sexy Boy ou des choses comme ça. Mais après, en fait, quand on essaie de s'inspirer d'un style, évidemment, comme on n'est pas du tout David Bowie, on se retrouve avec notre style à nous, parce qu'on n'arrive pas vraiment à faire exactement comme dans nos rêves. Et c'est ça qui a donné tout notre univers musical, en fait, quoi. Donc avec une écoute délicate, précise, pour essayer de s'en inspirer. Enfin, pas pour... Ouais, c'est-à-dire qu'on était quand même vraiment... on a été choqués quand même par cette musique. Enfin, ça et d'autres choses aussi, il n'y a pas que... Mais vraiment, c'était exactement ce qui nous correspondait. On était un petit groupe de gens qui avions ce lien. Quand on écoutait des musiques comme ces disques-là, on se sentait membre d'une espèce de communauté. Voilà, exactement, artistique. Françoise R, vous les connaissez? Bien sûr, on a même travaillé fait quelque chose ensemble. Oui, j'ai chanté une chanson avec eux, enfin, en tout cas composée par eux. Ouais. Non, mais et justement, leur travail vous intéresse pour quelle raison? Parce que je les connais. Comme on sait, tout le monde sait que vous ne faites pas tout sauf n'importe quoi dans le domaine de la musique, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui vous intéressait.
Oui, oui, mais moi ça m'est très difficile d'expliquer pourquoi je m'intéresse à une musique. C'est simplement parce que je la trouve personnelle en général, personnelle et de qualité. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, c'est tout. Bah c'est tout, c'est tout, Ouais. c'est tout. Merci, l'album sort donc au mois de janvier. Et est-ce qu'il portera le titre de la chanson? Non. On vient d'entendre, ou est-ce que le titre sera différent? Ou est-ce que c'est un mystère? C'est un mystère pour l'instant. C'est un mystère pour l'instant, mon œil. Je suis Non, c'est sûr. vrai. Le titre n'est pas encore arrêté. donc. Le titre n'est pas encore arrêté. Merci Françoise. Alors nous allons retrouver dans un instant Too Many DJs qui vont revenir parce qu'ils ont mixé de très nombreux titres de David Bowie. Et après on terminera avec vous 2 derniers titres sur scène pour les gens de Trafic. Merci à tous les 3. Petit extrait donc de Too Many DJs et ils seront avec nous dans un instant. Les voilà, ils arrivent. Stéphane et David de Too Many DJs. Good to see you, love. Hi, guys. How are you? Ça va? Ça va, asseyez-vous, asseyez-vous. Tout à l'heure, David disait donc, avant que vous arriviez, que vous représenteriez l'avenir de la musique. Oui. Tiens, donc. Yeah, Ok. I just Non. said that to him. C'est vrai, c'est ce que je viens de dire. Simplement pour que vous me... Il est très que impressionné. vous m'ayez à la bonne. No, I tell you, Non, it just struck me that j'ai eu l'impression que where it's going for the internet là, anyway vous, now. en tout cas right? pour There's ce so qui est many de kids I know l'Internet, take c'est là que va la musique. On voit les gamins qui reprennent les chansons, qui les téléchargent et ensuite ils créent leur propre programme musical avec un logiciel, ils font un remix, ils font quelque chose que moi j'ai fait, mélangé à quelque chose de quelqu'un d'autre. Ils envoient ça à un copain, le copain télécharge ça, démonte le truc, en fait un autre remix et ainsi de suite. Et donc, vous avez une première chanson d'origine qui fait partie d'une espèce de virus qui va créer toute une génération d'autres chansons. C'est un nouveau concept de la musique et de son utilisation. C'est quelque chose d'assez intéressant. Ce travail, En tout cas, c'est ce que l'on voit maintenant. C'est-à-dire que c'est comme lorsque la photographie a évolué à une situation où tout le monde dans la famille peut prendre une photo, n'a pas besoin d'être photographe. Et bien, c'est pareil pour la musique, hein, qui devient à la portée de tous. La musique passe entre les mains du prolétariat, pour ainsi dire. non, pas du tout, pas du tout. Alors, vous avez commencé quand? Alors, ce qu'il veut dire, je vais vous dire. Non, c'est bootleg, c'est ce mélange, la séparation entre les voix, les orchestrations, les arrangements, et puis de prendre des tubes et de les remixer ensemble. Ça a commencé quand? Et c'est venu comment l'idée? C'est pas... it's not us who started this off. Ce n'est pas nous qui avons lancé cette mode. Hein. C'est Grandmaster Flash
faisaient ça avant nous. Il y en a beaucoup qui nous ont précédés, mais en raison de la technologie, le fait que nous ayons accès à toutes ces choses, c'est assez facile chez soi de mélanger plusieurs sources. C'est très facile même. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ce que nous faisons, mais bon, dur, mais parce que la technologie est là et parce que nous voulions le faire, quelque chose qui nous paraissait sympa, c'est-à-dire mélanger les Salt and Peppers et les Sturges, ce que je trouvais assez sympa. Vous aviez deux chansons qui étaient imbibées du même esprit, et lorsqu'on les mélange, si le résultat était bon, c'était cool. Ouais, mais il y a aussi l'idée, enfin je sais pas, en écoutant l'album et tout ce que vous avez fait, notamment ce qu'on vient d'entendre à Verchères, il y a aussi une idée ironique, enfin même une position ironique à l'égard des DJ. Regardez. Yes and no. We actually love every song. Oui et non, c'est-à-dire que nous aimons toutes les chansons que nous jouons. Ce n'est pas comme si on se moquait de tout ce que nous passions. Non, nous aimons tous les titres que nous réarrangeons et nous aimons différents styles musicaux. En tant que DJ, ce que l'on essaie de faire, c'est en fait de reprendre des choses que nous respectons. Alors évidemment, il y a la techno, il y a le deep house, le rock, le hip-hop, tout ça qui peut se mêler, mais on n'a pas besoin de la même chose tous les jours. Et donc effectivement, sur le plan musical, nous essayons d'être un petit peu variés. La carrière de David Bowie, c'est la même chose. Il est passé par tellement de styles différents, il n'a jamais fait deux fois la même chose. C'est pas comme AC/DC qui refont le même album à chaque fois. Non, je comprends ce que vous dites. Donc, là encore, nous voulons essayer de varier les plaisirs, en quelque sorte. Le DJ, c'est quelque chose que l'on fait à part, c'est-à-dire qu'on a quand même notre groupe. Disons que c'est un autre genre de musique. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé, justement, sur les titres de David? Non. Eh ben voilà les gars honnêtes. Non, mais... Et ce de manière très consciente, parce que sa musique a eu toujours une immense importance pour nous. De même que pour Serge Gainsbourg, on n'a jamais essayé de remixer du Gainsbourg. Et le résultat paraît toujours aussi bon. Et puis tout d'un coup, on écoute un disque de David Bowie et puis on se dit non, alors là, voilà, tout est à reprendre et ça nous donne une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'il faut que la musique soit bonne. Si quelqu'un nous présente quelque chose qui n'est pas bon, et on nous dit bon, on va prendre Françoise Hardy, les Dandy Warhols et Blur, on va en faire quelque chose. Non, ça ne marchera pas. Il faut prendre deux pièces musicales qui se rejoignent. Alors là, on a un résultat valable. Il y a une chose qui est aussi assez extraordinaire, c'est la manière dont c'est reçu par les gens, enfin, je veux dire, qui se marrent et qui dansent comme des malades, parce que c'est aussi la fonction fondamentale de tout ça. C'est-à-dire de s'amuser. Yes. I mean, when we DJ, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on est DJ pour une soirée, l'idée c'est de faire danser le public, les faire danser comme des malades, comme vous le dites, et se déshabiller si possible. Je ne sais pas comment les choses se font. Là, c'est comme si on était en train de nager dans la mélasse. Mais ce qui est intéressant, lorsque cette musique passe, même s'il y a plusieurs signaux musicaux qui se rejoignent, en fait, le résultat, la résultante est un troisième signal qui devient son propre contexte. Ce n'est pas simplement deux choses qui sont accouplées, pour ainsi dire. Vous avez une pièce musicale en tant que telle. Hein. Sur le plan artistique, c'est intéressant. Vous pourriez faire l'interview à notre place. Tout est possible, oui, pourquoi pas. David, est-ce que vous pensez qu'à un moment, justement, les DJ peuvent avoir une influence aussi considérable que les musiciens, disons, plus traditionnels? Est-ce qu'il y a un mouvement qui peut s'inverser ou est-ce que ça vous paraît... Je crois que pour les DJs, il y a quelque chose de particulier. Mais à mon avis, la tendance, c'est que ce sera le public qui sera la musique. La plupart des gamins ont pratiquement tout ce qu'il faut pour être un DJ. Ils savent ce qu'il faut faire pour être un DJ. Ils savent comment un producteur fait son travail. Ils connaissent tout le travail du remix, de l'arrangement. En fait, ceux qui aiment la musique disposent de tous les moyens, y compris des moyens technologiques sur leur ordinateur. Ils arrivent à faire tout ça. Ils n'ont plus besoin de nous. Ils ont peut-être besoin de la pièce originale, la pièce musicale original, mais à partir de cela, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et d'une certaine façon, même pour moi, pour moi, ça représente un danger devant ce genre de situation. Mais même, moi, je trouve ça passionnant. Et on ne sait pas exactement ce qui se produira. Sur le plan philosophique, l'idée même que la musique évolue, c'est quelque chose d'intéressant. Merci en tout cas d'être venu. David, merci d'être venu à Traffic. Il est venu pour vous, donc je crois que vous pouvez l'applaudir.
Toujours un peu d'émotion. Merci de votre gentillesse. David a consacré 7 titres pour France 2 et pour Trafic, pour tous ceux qui sont sur le plateau et pour tous ceux qui sont là ce soir, dans une tournée, dans la préparation d'une tournée qui va être très importante et très fatigante. Donc on vous remercie 10 000 fois. David, qu'on retrouve sur scène pour les 2 derniers titres. Thank you, Jim. Thank you. Thanks a lot. Donc le premier titre, c'est Fall Dog Bang the Moon. L'album de David Bowie, c'est Reality, vous le savez, produit par Tony Visconti. Et merci à tous les deux d'être là. Sorry, I was just doing some heroin. Désolé, j'étais en train de sniffer un peu d'héroïne. I feel a lot better now. Je me sens beaucoup mieux maintenant. No, that's your heroin. I've got my own heroin. J'ai ma propre marchandise, merci. What are we going to do, chaps? Okay, this is a song. Bon, voilà ce qu'on va faire. I think we both like a lot. Une chanson que nous aimons bien l'un et l'autre. Do you like it? Elle vous plaît aussi? Three of us like it. Okay, this song is called Fall Dog Bombs the Moon. Ça s'appelle Fall Dogs Bombs the Moon. Just a dog. I'm goddamn rich, an exploding man. When I talk in the night, there's oil on my hands. Just a dog. Fall dog is cool and smart. Fall dogs breathe your heart. Fall dog bombs the moon. Devil in the marketplace. Devil in your bleeding face. Fall dog bombs the moon. Just a dog. Someone to hate, some corporate tie, a wig and a date, just a dog. These blackest of years that have no sound, no shape, no depth, underground, just a dog. Fall dog is cool and smart. Smart time breaks a heart. Fall dog bombs the moon. A devil in the marketplace. A devil in your bleeding face. Fall dog bombs the moon. What a dog.
Thank you so much, everyone, for giving us a wonderful evening. Thank you. Merci à tous pour cette magnifique soirée. Thank you, Guillaume. Merci Guillaume. Thanks, DJ. Please, cut me up. Coupez-moi. Merci beaucoup. Good night, be safe. God bless. Bonsoir à tous, rentrez bien. Merci David. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. Well, voilà, c'était la première émission de rentrée de Trafic. Nous espérons évidemment pendant toute la saison, comme on l'a fait pendant l'été avec les festivals, vous donner l'occasion de revoir live des grands artistes comme David. Je voudrais remercier les équipes de Philippe Lallemand pour la réalisation, Laurence Twitou, Éric Dahan, Fred Lecomte à la confection de l'émission, bien évidemment, à chaque fois que nous revenons, à peu près tous les mois. Et puis Monica, Yann, Jean-Phi, Juliette, le docteur Rumani. Et puis je voudrais dédicacer cette émission à un petit garçon qui est parti cet été. Ciao, à la prochaine.